Bonjour et bienvenue sur Séquence, une série de podcasts qui décrypte les enjeux de l'industrie pharmaceutique et du monde de la santé au regard des problématiques environnementales et du monde de demain. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 4e épisode de notre podcast Séquence réalisé par le groupe Sequence. Ce podcast est un retour sur une table ronde organisée il y a quelques semaines dans le cadre de la French Care Auvergne-Rhône-Alpes, dont le groupe Sequence et Biomérieux en sont les ambassadeurs. C'est un vrai plaisir pour Sequence ainsi que pour Biomérieux de soutenir ce mouvement French Care depuis sa création. Et c'est encore un plus grand plaisir d'en être les ambassadeurs ici en région. C'est en tant qu'acteur de la chaîne de valeur de santé que nous avons souhaité réunir différentes personnalités pour tenter d'apporter ensemble une réponse collective aux grands enjeux de santé publique. Cette table ronde dédiée à l'innovation en santé est 100% féminine et c'est suffisamment rare pour être souligné. Je sais ô combien cette thématique est vaste et nous allons tenter d'apporter, dans le temps qui nous est imparti, quelques éclairages à ce sujet. Nous avons tous en tête les annonces du plan Innovation Santé 2030 annoncé par le président Emmanuel Macron il y a quelques semaines, qui doit faire de la France la première nation innovante en santé en Europe. Je vais tout de suite laisser la parole à Philippe Sens, président de Lyon Biopôle, pour introduire le propos, puis à nos intervenantes pour échanger sur la thématique. Merci Candice. Bonjour à tous. Alors parler de l'innovation en France, que ce soit en santé de façon plus générale, c'est finalement un sujet assez simple. Dans ce pays, chacun d'entre nous aime innover, supporte l'innovation, et ce n'est pas tout à fait un hasard si la France est un très grand pays en termes d'innovation santé depuis Pasteur. Et vous savez tous que nous l'avons encore très brillamment prouvé dans cette crise du Covid pour mettre à temps sur le marché des vaccins. Alors, je ne vais pas rentrer dans des clichés, mais je pense que cette dimension culturelle, elle est significative. Nous sommes assez profondément un pays qui est risque adverse, ce qui est évidemment un concept assez antinomique avec l'innovation. Et pour avoir longtemps vécu aux États-Unis, c'est une vraie réalité. Aux US, il y a un enthousiasme qui peut être naïf, mais c'est d'abord l'enthousiasme, on avance avant de réfléchir. Et en France, on est, vous le savez tous, on en est tous quelque part le symbole, le témoignage, on a un rationnel très cartésien. Et nous sommes finalement dans cette vieille opposition du pessimisme de l'intelligence par rapport à l'optimisme de la volonté. Cette belle citation, je vous rassure, n'est pas de moi. Et nous sommes allés fait majeur jusqu'au bout de notre raisonnement, puisque nous n'avons pas eu peur d'inscrire le principe de précaution dans notre Constitution. Alors ceci peut notamment expliquer qu'en matière réglementaire, et je pense évidemment aux essais cliniques, nous avons vu qu'en 10 ans, la FDA, quand j'étais président de Biomérieux aux États-Unis, la FDA était quelque chose de rigide, de compliqué, de très difficile à bouger. Aujourd'hui, la FDA est devenue, vous le savez tous, beaucoup plus agile et beaucoup plus pragmatique, avec beaucoup de short track que notre double échelon réglementaire français et européen. Alors, il y a un autre sujet sensible qui est bien entendu le financement, et je pense que certains d'entre vous dans la salle le vivent, notamment lorsqu'il s'agit de financer des phases 2. Alors, il y a du positif, il y a le réel soutien de la BPI au travers de nombreux dispositifs, mais pas nécessairement sur des montants qui peuvent être attendus pour passer certains caps. Mais il reste vrai qu'en France, pour l'entrepreneur, lever les fonds nécessaires est compliqué. Et là aussi, il y a un vrai gap culturel, parce que échouer en France, c'est être condamné à ne plus pouvoir se lancer dans de nouvelles initiatives. Échouer aux US, c'est avoir acquis une expérience qui vous permettra de mieux réussir à votre prochaine tentative. Et j'ai eu dans mon entourage, beaucoup d'exemples de multi-entrepreneurs qui ont filé des entreprises, des startups, ils réussissaient, ils échouaient, ils repartaient. Et puis, si nous sommes un pays de cathédrale, on est aussi surtout un pays de chapelle. On a un mode de fonctionnement qui reste un mode de fonctionnement qui est très, très en silo. Je crois qu'il y a aussi une défiance assez historique entre le monde académique et le monde culturel, et qu'il y a toujours une difficulté de passage de l'un à l'autre. Alors effectivement, des SAT ont été mis en place, et je serais heureux de voir des chiffres sur leur impact réel, mais c'est toujours très compliqué d'avoir cette fluidité, cette bidirectionnalité de l'un à l'autre. Alors évidemment, ces observations ne me sont pas que personnelles, elles ont été reprises en grande partie intégrées dans les travaux du CSIS, le Conseil supérieur des industries de santé, qui a présenté il y a maintenant 2 ans ses recommandations, et qui ont servi de base à l'élaboration de ce qui est devenu le plan France Santé 2030, qui a été présenté par le président de la République il y a maintenant à peu près 2 ans, et qui inscrivait notamment un financement de l'ordre de 7 milliards d'euros pour la santé,
mais qu'il y avait aussi en soi un certain nombre de mesures significatives. La première d'entre elles a été la création de l'AIS, Agence Innovation Santé, puisque vous savez que jusqu'à présent, tout ce qui était innovation santé, c'était le ministère de la Santé, c'était le ministère de la Recherche, c'était de l'interministériel, c'était de l'industrie, c'était très compliqué. Donc cette agence, elle va devenir la rotule, l'articulation indispensable entre ces bras armés que seront la BPI, l'ANR, mais aussi, bien sûr, les pôles de compétitivité santé. Vous savez qu'en France, il y a 6 pôles de compétitivité santé et que nous avons, sous l'impulsion avec Florence, on a permis le regroupement des 4 principaux pôles, Paris, Lyon, Marseille, Méditerranée et l'Est, au sein d'un organisme qui s'appelle l'ENOSIS, qui est justement l'interlocuteur privilégié de l'AIS. Cette jeune agence doit trouver son positionnement. Elle a à peine 3 mois aujourd'hui, mais je pense qu'on peut d'ores et déjà dire qu'il y a aujourd'hui une vraie volonté d'écoute et de pragmatisme et que c'est indiscutable et que ça devrait nous permettre à terme d'avancer. Et puis effectivement, ces annonces comportaient la création de nouveaux IHU. Vous savez que Lyon a été éligible à un nouvel IHU et bien sûr, et bien évidemment, et Florence vous en parlera largement, la création de 5 bioclusters dans le cadre de France 2030 qui va permettre de faire travailler ensemble industriels et académiques, qui est notre thématique de l'infectieux, notre thématique des pathogènes émergents, de la résistance aux antibiotiques a été labellisée la semaine dernière. Donc c'est, je pense, un très 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 bonne nouvelle pour notre écosystème et je pense que ça va contribuer et procéder effectivement à renforcer notre capacité d'innovation en France. Merci Philippe. Je vais demander à nos 3 intervenantes de s'installer devant leur micro. Donc Florence Adair, Florence Agostino Ecceto et Céline Saint-Olive. Ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir toutes les 3 ce matin. Merci. Je vais vous demander de vous présenter, Florence Adair, et puis après chacune d'entre vous, et surtout de nous dire brièvement en introduction ce que représente l'innovation pour vous, en essayant d'en dire beaucoup sans en dire trop. Donc moi, je m'appelle Florence Adair, je suis une modeste clinicienne, c'est-à-dire je suis médecin. À la base, je suis pneumologue. J'ai eu un cursus où j'ai fait 3 spécialités. Je suis aussi réanimatrice médicale et j'ai validé la maladie infectieuse. J'ai fait une thèse de médecine, une thèse de sciences. Je suis partie aux États-Unis 3 ans à l'université de Yale où j'ai travaillé dans le domaine de l'immunologie pour mon postdoc et je suis revenue en France en 2010. J'avais déjà pris un poste aux Hospices civils de Lyon à l'époque. Actuellement, je suis donc intégrée dans une équipe INSERM du CIRI. J'ai la chance de diriger et d'être la chef de service du service de maladies infectieuses et tropicales qui est situé à l'hôpital de la Croix-Rousse, qui est un service hospitalier de 45 lits d'hospitalisation, 2 centres de dépistage anonyme et gratuit. C'est une très grosse structure. Il y a aussi, c'est ce qu'on appelle un ESR national, c'est-à-dire un établissement santé de référence pour les maladies infectieuses émergentes. Et on a eu la chance d'investir un nouveau bâtiment il y a 2 ans, dans lequel il y a un secteur dit de très haut isolement, qui nous permet d'accueillir des patients de niveau 3-4, c'est-à-dire Ebola, Marburg. Donc tout un dispositif clinique centré sur le patient, centré sur la maladie infectieuse émergente, centré sur des cohortes de patients, puisque nous, à l'hôpital, on fonctionne avec des cohortes. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis là, c'est moi qui suis là, mais je représente tous mes collègues hospitalo-universitaires et je suis mandatée pour ça. Je tiens à le dire. Et notre travail, c'est de travailler sur des cohortes. On a des cohortes de patients. Les transplanteurs d'organes solides ont des cohortes de transplantés de reins, de foie, de tout ce qui se transplante. Les hématologues travaillent sur des cohortes de lymphome, de leucémie, de greffés de moelle, que ce soit de l'autologue, de l'allogénique. Adossé à tout ça, bien sûr, il y a des biotech, il y a du matériel. Donc une cohorte, c'est de la clinique, c'est des données cliniques et c'est du matériel biologique qui peut être stocké. Donc moi, je suis clinicienne, je suis une clinicienne transversale. Je suis une hématologue refoulée d'ailleurs, parce que je travaillais beaucoup avec eux, et je connais à ce titre-là beaucoup de choses de l'immunologie et de l'immunologie, de la cancérologie et de l'oncohématologie en général. Mon boulot, c'est de faire tourner ma boutique, qui est une boutique académique et qui est centrée par le patient. Donc moi je suis Céline Saint-Olive, je dirige Noracare depuis 2015. Très rapidement l'histoire de Noracare. Donc Noracare, c'est un spin-off de l'INSA qui a été créé en 2005 sur la base d'un brevet concernant un biomatériau aux propriétés de régénération vraiment intéressantes, vraiment particulières, qui s'appelle le verre bioactif, qui en fait est un biomatériau qu'on fabrique ici à Lyon
et qui a les propriétés de régénérer le tissu osseux. Donc en fait, il est implanté lorsque le chirurgien orthopédique ou dentaire, par exemple, a besoin de procéder à une chirurgie suite à une fracture complexe qui ne solidifie pas toute seule, ou suite à une tumeur osseuse que le chirurgien a réséquée. Donc on a un défaut osseux, un trou, et donc il faut combler ça avec des substituts osseux. Et notre biomatériau permet à l'os d'être régénéré, il est progressivement métabolisé naturellement et il va stimuler toutes les cellules souches, tout le métabolisme pour régénérer le tissu osseux. Et au bout de quelques mois, on n'a plus que le propre os du patient. Et l'histoire de Noracare est, je trouve, une belle histoire en termes d'innovation académique et industrielle. Donc, je ne suis pas la fondatrice, mais voilà, le fondateur crée cette société sur la base d'un brevet. Ils sont 4 ou 5, ils sont hébergés dans une pépinière d'entreprise à Villeurbanne. Et puis aujourd'hui, nous sommes toujours à Lyon. Nous ne sommes plus à Villeurbanne, nous sommes sur le site du Biocera. Une belle histoire aussi d'accompagnement public-privé. Et aujourd'hui, nous sommes 40 personnes sur un site industriel. On commercialise nos produits. Donc ce sont des dispositifs médicaux de classe 3, soumis selon la réglementation des dispositifs médicaux. Donc nous avons 2 gammes de produits sur le marché qui sont commercialisés dans une 40aine de pays aujourd'hui, 40 salariés. On est passé d'une histoire académique à une histoire industrielle, une PME industrielle aujourd'hui. La route est encore longue, je dirais, mais on a passé un certain nombre d'étapes grâce à l'accompagnement public-privé et à ce qu'on peut faire en innovation en France aujourd'hui. Merci, donc j'ai une transition toute faite avec le thème de Florence. Moi, je suis Florence Agostino-Ecceto, donc je suis la directrice générale de Lyon Biopôle Auvergne-Rhône-Alpes, qui, comme Philippe l'a indiqué, est le pôle de compétitivité en santé qui opère donc au sein de la région. Un pôle de compétitivité, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Alors, ça va répondre à la question de Candice sur quelle est la vision de l'innovation, parce que typiquement, un pôle de compétitivité, sa vocation, c'est d'accompagner la structuration d'un écosystème territorial, en l'occurrence celui d'Auvergne-Rhône-Alpes, pour mettre à disposition des acteurs un maximum d'outils pour permettre l'émergence et le développement d'innovation, des sujets d'importance. Et nous, évidemment, c'est la santé. C'est vrai que, comme le disait Candice, la transition est parfaite entre les 3 interventions, puisque finalement, ce que fait l'équipe de Lyon Biopôle au quotidien, c'est d'identifier des acteurs, de les écouter pour essayer de leur mettre à disposition les meilleures solutions en fonction de leurs besoins individuels et de favoriser les interactions et les co-constructions locales pour permettre l'émergence de nouvelles solutions, qu'elles soient finalement diagnostiques, thérapeutiques, prophylactiques, et on va doucement vers le préventif, qui reste un sujet extrêmement, dans les sujets d'innovation, un sujet extrêmement complexe. Donc on travaille toujours, nous, sur cet aspect d'identification à la fois des enjeux de santé publique, qui sont un driver extrêmement fort de l'action de l'ensemble des acteurs qu'on accompagne, et souvent ce premier point de convergence qui nous permet de mettre les gens en dynamique, et ensuite à nouveau d'essayer de favoriser les interactions locales qui ne sont évidemment pas exclusives ensuite d'interactions nationales ou européenne ou internationale. On travaille localement, mais dans une vision qui est celle des enjeux de la santé de façon globale. On accompagne aujourd'hui un écosystème de environ 280 membres, dont un peu plus de 230 PME et start-up, qui sont très au cœur du réacteur du dispositif d'innovation aujourd'hui en France. Une de nos chances sur ce territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est qu'on a quand même une grande diversité d'acteurs. Et cette diversité, c'est finalement le gage d'une complémentarité, parfois de visions qui peuvent aussi s'opposer, mais ça fait partie de l'exercice. Mais en tout cas, au-delà des PME, on a vraiment, nous, cette opportunité majeure dans l'écosystème de pouvoir travailler avec des grands industriels implantés sur le territoire, avec des outils de recherche et de développement, des outils de production, c'est un élément extrêmement important. Des acteurs de taille plus intermédiaire, il y en a quand même quelques-uns, des très grosses PME ou des nouvelles ETI. Et puis, on travaille beaucoup aussi en lien avec le monde académique. Alors, la recherche fondamentale, mais beaucoup la recherche plus appliquée, qui est beaucoup portée par les établissements de santé. Et en particulier, on a sur ce territoire 4 CHU, un très gros centre de lutte contre le cancer à Lyon, qui sont des lieux où il se passe beaucoup de choses et où il y a beaucoup d'interactions possibles. Donc évidemment, quand on a préparé ces interventions, on avait en tête les annonces faites par le gouvernement avec le plan Innovation Santé 2030. Le gouvernement promet avec ce plan d'investir massivement pour soutenir celles et ceux qui prennent des risques et qui portent l'innovation française. Pour cela, on parle de simplifier et de décloisonner.
Ces questions de simplification et de décloisonnement, c'est des choses qu'on a abordées avec vous, Florence, quand on a préparé. On a en France un système de santé fondé sur le partage de l'accès aux soins. Et pourtant, on voit très souvent passer des appels aux dons, des appels à financement pour financer des nouveaux traitements qui sont disponibles à l'étranger, mais qui sont introuvables en France. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Je suis mandatée de la part de mes collègues parce que j'ai oublié de dire que j'étais aussi présidente de la commission recherche, de la commission médicale d'établissement. Donc du coup, je suis un peu au centre du dispositif et c'est comme ça que je connais un peu tout le monde. Pour positionner un peu le dilemme dans lequel les hospitalo-universitaires français et à Lyon en particulier on est actuellement, les cliniciens, les gens qui s'occupent des cohortes dont je vous ai parlé, c'est que le modèle dans lequel on évolue date de 1958. Deuxième guerre mondiale, énorme choc, il y a les sous qui arrivent des États-Unis et là, on innove. C'est très innovant en 1958 de produire un système CHU, Centre Hospitalo-Universitaire. Personne dans le monde n'avait fait ça jusqu'à maintenant. Donc on prend une initiative incroyable à une époque où on nous dit on va former des élites qui auront la triple mission de faire de l'enseignement, de la recherche dans les hôpitaux, de la recherche dans les hôpitaux et de faire du soin. Et ça a tenu, le temps que ça a tenu, en sachant qu'il y a eu la révolution numérique dans les années 90, qui a été une avancée énorme, bien sûr, mais qui a accéléré les choses parce que la médecine s'est globalisée. Et donc, l'hospitalo-universitaire n'est plus le dépositaire de la connaissance et de la science infuse. Tout le monde peut accéder à la connaissance parce que tout est sur Internet. Et donc, quel est le rôle de l'universitaire ? Eh ben, il faut qu'il fasse tout pas bien, en général, parce qu'il y a que 24 heures dans la journée. Mais surtout, il faut qu'il voit. Il faut qu'il voit ce qui va se passer pour les corps de patients, où on va et où vont être les innovations qui vont changer la donne, les game changers. Il y a un autre dispositif qui nous a tués un petit peu, même si je suis une optimiste naïve à l'américaine, j'ai la réputation d'ailleurs d'être ça dans les hôpitaux et parfois il me rit un peu au nez, mais c'est pas grave. Je suis parfois dans des réunions, je me retrouve avec des vieux cyniques. Ce qui nous a tués, c'est la valorisation mairie, c'est-à-dire que on est rétribué sur nos recherches par un système métrique. Et donc, c'est la course à la publication. Et parfois, ça empêche qu'on ait la bonne vision, finalement. On préfère faire des publis. On publie avec des tas de trucs qu'on a sous la main. Et on n'est pas nécessairement mobilisé sur ce qu'il faut. Et puis, il y a le Covid qui est arrivé. Alors, tout ça, c'est sous-tendu par le fait que les industriels, ils sont fondamentaux. Mais au fil du temps, depuis 1958, on a de moins en moins accès à vous directement. C'est-à-dire, vous êtes là aujourd'hui, je suis ravie de vous rencontrer, et j'aimerais bien pouvoir interagir individuellement avec vous. On connaît bien Florence, ça c'est sûr. Mais globalement, les hospitalo-universitaires, les gens que je représente aujourd'hui, on aimerait pouvoir de temps en temps vous rencontrer à l'hôpital ou être en étroit contact avec vous parce qu'on ne sait pas nécessairement ce qui se passe dans votre écosystème. Et nous, on sait où on a envie d'aller pour les patients, en fait. C'est ça, la vision de ce qui se passe. Et on veut pas que ce soit les Américains qui nous dictent, entre guillemets, notre conduite à tenir. Et malheureusement, c'est de plus en plus ça, parce qu'on est obligé d'acheter leurs produits. L'ingénierie pharmacologique, une maladie, des médicaments, ça c'est un peu le paradigme jusque dans les années 2000. Il s'est passé deux choses en immunologie et en génétique. La découverte de l'HLA, du système d'histocompatibilité, et le VIH. Paradoxalement, l'épidémie du sida a révélé l'immunologie. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'une maladie qui détruit le système immunitaire, c'est létal. Et donc, les avancées en immunologie à partir de ce moment-là ont été absolument majeures. Les transplantations, les greffes, c'est-à-dire la découverte du système immunitaire a amené tous les concepts d'immunothérapie qu'on connaît actuellement et de biothérapie. Et ça, cette poussée-là, la poussée numérique et la poussée de la génétique et de l'immunologie en médecine, c'est les années 90-2000. Ça s'est passé là. Et c'est là que nous, on est resté un peu dans notre jus, on va dire. Je pense qu'en chirurgie, il y a eu toutes les avancées de la robotique, bien sûr, et le Covid-19 qui passe par-dessus et qui révèle, en fait, qui met à jour que on est sur les genoux. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris les tournants peut-être, ou on n'a pas compris les enjeux dans ces années 90-2000. Et là, le système extrêmement résilient, extrêmement courageux, mais démuni de moyens parce qu'on n'a pas le tissu, je pense, industriel ou les innovations. Les innovations, elles sont ailleurs et il a fallu qu'on aille les chercher ailleurs. Et on n'a pas eu non plus la capacité, je pense, de s'organiser parce que l'organisation avec les grandes instances de recherche a été difficile à connecter à ce moment-là. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein de facteurs dont on pourra parler. Donc ça, c'est un peu générique, c'est un peu une vision, alors c'est ma vision à l'intérieur de l'hôpital. Juste si on peut passer, je vais pas vous embêter trop longtemps. Pour nous, mais nous, qu'est-ce qu'on voit ? On voit l'immunothérapie, c'est une révolution absolue. C'est-à-dire, avant, on disait un antibiotique, par exemple, c'est un anti quelque chose. J'ai une infection, je mets un antibiotique, je tue la bactérie, le problème est réglé.
Et on n'avait pas pensé que si on faisait de l'agonisme, c'est-à-dire si on aidait le système immunitaire à combattre, il peut guérir tout seul un certain nombre de maladies. Donc ça, c'est l'immunothérapie, c'est les biothérapies, c'est l'immunothérapie active, passive, enfin je vais pas m'étendre là-dessus. La thérapie génique, je transforme un gène malade en un gène normal grâce à des petites enzymes qui coupent et qui découpent. On fait de la dentelle avec un gène et on guérit. Très bien. L'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on va en faire à l'hôpital ? Est-ce que ça va, parce que on est sur un débat un peu pessimiste en ce moment, que ça va foutre tout le monde dehors et puis qu'il va y avoir que des machines partout dans l'hôpital. Il faudrait d'abord arriver à ce stade où on peut envisager comment on va l'utiliser intelligemment à l'hôpital pour rester compétitif. Et la robotique en chirurgie et les méthodes interventionnelles guidées. On voit qu'en chirurgie, il y a actuellement des tas de techniques de remplacement pour les valves, pour certaines valves cardiaques par exemple. On peut monter des dispositifs et plus avoir à faire d'opérations à cœur ouvert. Enfin, il y a des avancées technologiques extraordinaires. Et la question, c'est comment on accède à un tissu industriel qui nous permette d'exposer cette prospective-là, parce qu'on la voit, puisque les patients, ils arrivent chez nous et on sait là où on a des besoins de santé en France, comment on peut travailler ensemble avec des partenariats publics-privés pour, bien sûr, travailler sur les cohortes de patients, les valoriser, évaluer un certain nombre de technologies dont on a besoin. Alors, les plateaux techniques diagnostiques et les plateformes de production, ça, c'est ce dont on a besoin. Il y en a dans l'industrie, il y a des plateformes académiques, et ça peut être de l'académico-industriel. Et puis voilà, c'était un peu les messages que je voulais faire passer. Florence, est-ce que peut-être tu peux rebondir sur ces propos, parce que on comprend justement que dans un monde idéal, il faudrait que l'industrie soit au cœur de ces centres. Voilà, c'est un des enjeux de Lyon Biopôle, c'est-à-dire de décloisonner le public et le privé. Comment est-ce que on pourrait proposer des solutions immédiates ? Est-ce que ça existe ? Est-ce que c'est prévu ? Alors, immédiate, ce serait vraiment présomptueux. Donc moi aussi, je passe souvent pour une naïve optimiste, mais là, quand même pas à ce point-là. Lyon Biopôle, c'est une construction dans le temps. C'est 17 ans de travail pour rapprocher des mondes qui, effectivement, se frôlent souvent, se connaissent assez mal, n'ont pas toujours conscience que sur un certain nombre de sujets, ils partagent quand même des enjeux, mais dans des modèles économiques qui sont extrêmement différents. Donc effectivement, un des enjeux pour nous, c'est de réussir cette construction. On a poussé le curseur encore un peu plus loin quand on a travaillé sur le projet de biocluster maladies infectieuses qui vient d'être labellisé il y a une semaine, pour vraiment réfléchir effectivement une construction intégrée dès le démarrage, même si on s'appuie sur des organisations, des systèmes, des compétences qui sont là, mais en tout cas construire finalement une vision presque opérationnelle, parce que ça revient à ça, c'est comment on interagit dans le quotidien, comment on construit, comment on ajuste dans le respect à nouveau des enjeux et des modèles de chacun. Et c'est ce à quoi on s'est attaché dans ce projet de biocluster qui pour nous est la brique finalement un peu suivante, thématique. Bon, sur un enjeu, je pense que là, dans l'assistance, j'ai pas besoin de refaire le pitch sur l'importance de la lutte contre les maladies infectieuses et contre la résistance antimicrobienne. Je vais vous épargner ça. Il y a la nécessité, effectivement, d'aller encore plus loin dans certains sujets sur le coportage, la co-intégration d'un certain nombre de problématiques pour arriver à des pipes aussi, de solutions qui soient existantes et qui puissent être activées quand on en a besoin. Mais il y a tout ce petit tricotage du quotidien qui doit quand même continuer à se faire, dossier par dossier, interaction par interaction. Je pense que Céline pourra illustrer, voilà ce que ça veut dire aussi pour une start-up de travailler de façon régulière et quotidienne avec des chirurgiens, pour adapter finalement sa technologie aux besoins, pour être bien positionné, pour répondre à un enjeu. Parce que finalement, quand on répond à un enjeu, on a un marché. Et quand on est un industriel, quand même, pour pouvoir conserver une capacité de production, une capacité d'innovation, il faut qu'il y ait un marché. Les choses ne sont pas indissociables. Il peut pas y avoir d'innovation s'il n'y a pas de marché, et il n'y a pas de marché s'il n'y a pas d'innovation. Et au bout, il n'y a pas de souveraineté. Parce que c'est aussi un terme qui a quand même été beaucoup employé ces derniers mois. L'ensemble des acteurs, pour contribuer à ça, doivent effectivement s'intégrer dans une chaîne, alors que d'ailleurs le schéma que tu avais fait, finalement, il est très évocateur. On a construit des systèmes de très haut niveau, mais en parallèle. Les zones d'interaction, elles n'ont pas été imaginées au départ. Donc quand on les rajoute, avec une organisation comme la nôtre, on vient plus sur des aspects qui sont des aspects soit de structuration, ce qui nous amène au biocluster, soit sur des aspects
d'interaction interpersonnelle et de capacité ensuite à essayer de le déployer différemment. Si on se compare à nos voisins européens, nos voisins européens, il y a différentes. D'abord, les organisations sanitaires, elles ne sont pas exactement identiques d'un pays à l'autre. Et dans les pays où il y a une très forte régionalisation de l'organisation sanitaire, comme en Allemagne ou en Espagne par exemple, il y a souvent une intrication beaucoup plus marquée entre le monde industriel local et le monde académique et hospitalier, parce que finalement la sphère d'action et de compétences, elle se rejoint sur deux sujets. C'est aussi un sujet. Aujourd'hui, on a une gouvernance des entreprises qui est là où elle doit être et de façon individuelle. On a un pilotage économique qui est en France plutôt au niveau des territoires régionaux, même si la métropole de Lyon fait aussi exception et a des compétences en matière de développement économique. Tout ce qui est organisation sanitaire, même s'il y a des ARS qui sont des organes importants, est quand même piloté depuis le niveau national. Donc on n'a pas cette convergence finalement d'intérêts. Philippe l'a dit en introduction, on a aussi, au-delà de la structuration politique, on a aussi évidemment des structurations culturelles extrêmement importantes. Si on parle de UK par exemple, qui n'est plus dans l'Europe mais quand même pas très loin, il y a une culture de l'investissement, du co-développement, de la prise de risque. Parce que finalement, aussi bien du point de vue industriel que du point de vue hospitalier, la prise de risque, elle existe. Quand on est un industriel, qu'on développe une nouvelle thérapie, un nouveau diagnostic, on prend un risque colossal au plan financier. Quand on est un clinicien, qu'on fait rentrer des patients en essais cliniques de phase précoce, qu'on parle de dispositifs médicaux ou qu'on parle de thérapie ou de diagnostic, on prend un risque. Donc le partage de cette culture du risque qui ensuite va jusqu'au financement, et pour les petites entreprises, c'est extrêmement important d'accéder à du financement pour pouvoir faire de la R&D, et pour les cliniciens, c'est aussi important qu'il y ait du financement pour les petites entreprises, parce que ça simplifie la relation, tout simplement. C'est finalement juste l'évocation de cette absence de culture du risque partagée sur les enjeux de santé publique et sur les enjeux de santé tout court. Merci. Céline, tu m'as confié vendre tes produits en France par conviction, mais avoir quand même ce poids de la lourdeur administrative française. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur justement la manière dont une PME peut se développer en innovation et continuer à se développer en France et à vendre ses produits en France? Et après, je vous passerai la parole, Florence, justement, pour ces questions alors pas sur l'odeur, mais sur la prise de risque. J'ai beaucoup aimé l'analogie du tricotage, parce qu'au final, la collaboration, la cooptation et le travail ensemble, c'est du tricotage et c'est de l'humain. On y arrive, c'est vrai, mais c'est un parcours long et résilient. Et j'aimerais donner deux exemples, parce que l'un d'entre eux notamment, on a réussi à le faire. Enfin, on a réussi à le faire. On est dedans grâce aussi avec Lyon Biopôle. Là, on a réussi à faire de la collaboration entre public-privé. C'est un tricotage extrêmement long en fait, et c'est vraiment de l'interpersonnel et de la discussion sur le long terme avec les cliniciens. On a notamment un très beau projet sur la régénération des tissus et des plaies non cicatrisantes complexes avec l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc. Et c'est un travail d'une compréhension des besoins des cliniciens, de ce que nous on peut leur apporter, une discussion vraiment bipartie. Et puis ensuite, comment est-ce qu'on démarre ces projets-là, comment est-ce qu'on les finance, qui peut nous aider dans ces financements. Là, Lyon Biopôle est un maillon essentiel. C'est un travail de longue haleine, mais alors à notre modeste niveau, nous ne sauvons pas des vies. Nous permettons de régénérer et de rétablir quand même une fonction importante pour les patients. C'est un travail de longue haleine, mais qui est possible. Et là, on a un bel écosystème. Je trouve à Lyon un très bel écosystème, puisqu'on a un consortium avec un hôpital, deux partenaires publics, un INSERM, un CNRS, et puis nous. Chacun apporte sa pierre à l'édifice avec on l'espère, alors c'est pas encore dans les clous, mais on l'espère un financement au niveau d'un des projets France 2030. Mais c'est vrai que sur ce projet, et j'en ai un autre en tête, c'est nous qui avons été à l'origine, et on a vraiment dû aller grappiller, consulter, prendre du temps avec les cliniciens, avec les partenaires publics pour identifier les solutions de financement et les projets apportés. L'autre projet auquel je pense, c'est avec l'armée, qui a des projets d'innovation et de développement très significatifs, notamment dans la santé. Et on est en train de monter un projet là sur le traitement des gros fracas osseux des militaires qui sont en OPEX. L'Agence Défense met en place des financements, des collaborations. Donc on est en train de monter un partenariat avec les chirurgiens militaires, des partenaires publics,
Mais de la même manière, c'est un gros travail en amont. Et c'est aussi parce que nos produits sont déjà sur le marché, qu'ils sont déjà utilisés par des chirurgiens militaires pour traiter ces maladies, qu'on a réussi à identifier de nouvelles innovations. Donc oui, c'est des années et des années de petits pas, de tricotage pour y arriver. Nos produits sont dans un système de prise en charge par la sécurité sociale, donc une prise en charge publique qui est très positive puisque c'est pris en charge. Donc pour le patient, aucun reste à charge, pas besoin d'aller via les mutuelles, c'est tout pris en charge par la Sécu. Donc c'est l'idéal pour le patient. Mais en face, nous avons une énorme pression des pouvoirs publics pour au niveau des tarifications qui sont ce qu'elles sont. Aujourd'hui, nous commercialisons en France puisque nous sommes en direct, mais on voit beaucoup d'étrangers, d'Américains notamment, avec la pression et réglementaire et l'inflation qui se désintéressent petit à petit du marché français. Je pense que vous réagirez là-dessus ensuite. Et donc aujourd'hui, moi, je vends par conviction parce que je suis en France, mes équipes sont en France, on est financé par le système français et ce serait complètement injuste de ne pas faire profiter aux patients français de ce que les institutions nous ont permis de mettre sur le marché. Mais clairement, si je ne vendais qu'en France, je perdrais de l'argent. Florence, innovation, prise de risque. Alors, la prise de risque, c'est une vraie question. Alors, la prise de risque, on peut l'avoir de deux façons. Soit c'est un peu fanfan la tulipe, on fait n'importe quoi. Et ça, c'est pas du tout la façon dont on peut... Enfin, pour moi, la prise de risque, c'est absolument pas ça. Pour qu'on prenne la prise de risque industrielle, enfin, dans le partenariat académique privé, c'est d'assumer ensemble, avec des bases de compétences qui sont extrêmement solides, un échec qui nous fera progresser pour éventuellement pouvoir mettre en place des choses qui sont soit plus ajustées ou plus adaptées. Et en France, d'abord, ça marche beaucoup sur des relations interindividuelles où on rencontre un tel qui vous met en contact avec un tel. Donc finalement, ça, le networking, c'est très bien. Mais finalement, ça repose beaucoup sur les personnalités des uns et des autres. Et je pense que ça aussi, il faudrait qu'on arrive à décloisonner un peu. Et la prise de risque, elle se passe dans un contexte où vos institutions considèrent que la prise de risque, ça fait partie de leur métier, l'assument dans leur organisation. C'est-à-dire, quand vous avez une direction de la recherche en santé qui vous dit que vous passez X étapes administratives, parce que c'est l'enfer à l'hôpital de monter des projets, c'est monstrueux. Il y a un réglementaire qui est lourdissime, il y a des lois, donc c'est pas nécessairement la faute de l'hôpital, c'est juste qu'on est dans un carcan administratif français démentiel, dont on n'arrive pas à se débarrasser ou à simplifier, parce qu'il faut des règles, des lois, et on est tout à fait prêt à y souscrire, mais c'est insupportable. C'est juste insupportable. La prise de risque, c'est de nous aider, c'est de nous simplifier la tâche et de nous dire si vous vous plantez, si c'est pas le bon moment, le bon timing, si c'est pas le résultat qu'on attendait, qu'est-ce que ça va nous apporter et sur comment on rebondit. Et qu'on ait confiance dans nos institutions pour que cette prise de risque soit assumée. Et que ce soit pas un échec où on sort du circuit et puis c'est terminé, on est enterré, c'est la fin du monde. Et ça, nous, on le sent très fort à l'hôpital. Alors, il y a les gros poids lourds, et plus on réussit, plus on a d'argent, et puis il y a les tout petits hauts, là, qu'on essaye de tracter, et quand ils se plantent une fois, deux fois, hop, ils sortent des circuits. Et là, c'est mort. Je voudrais vous entendre toutes les trois sur une note éventuellement positive ou optimiste sur notre sujet de départ, sur l'innovation en santé. Rêver, c'est toujours très agréable de toute façon, donc allons-y. Non, je pense qu'en fait, on a quand même beaucoup d'atouts. Après, c'est la façon dont on les articule, mais on a beaucoup d'atouts, et on a beaucoup d'atouts du côté des différents types d'acteurs qui ont été cités. On a quand même un monde médical et soignant aussi, parce que je pense que du côté des soignants, il se passe beaucoup de choses. On parle beaucoup aussi d'innovation par les usages. On sait que le digital va changer profondément les pratiques. Il n'y a pas que la question de la démographie médicale qui va changer la position des soignants dans les organisations. Donc on a quand même un environnement médical et soignant de très grande qualité et qui reste reconnu à travers le monde comme étant de très grande qualité. On a alors en particulier ici un écosystème de start-up et de PME qui sont extrêmement engagés, dynamiques, en dépit des moments conjoncturels comme celui qu'on traverse actuellement, difficiles, qui restent très actifs dans le développement de leurs projets de R&D. On a des grandes entreprises très implantées sur le territoire qui ont gardé, qui entretiennent et qui développent des capacités de production et qui sont aussi
une fenêtre sur l'international pour un certain nombre de projets qui peuvent constituer des éléments d'attractivité ensuite qui, quelque part, ruissellent sur tout le monde. Donc, voilà, le doux rêve, c'est que ce que nous, on essaie de bâtir depuis plusieurs années, ou plutôt de déconstruire, c'est-à-dire un peu les murs, ces fameux silos dont on parle beaucoup. Peut-être qu'on accélère un peu le processus. Peut-être qu'on industrialise notre déconstruction. À nouveau, nous, c'est vraiment ce qu'on veut faire dans le biocluster pour aller vers un système beaucoup plus intégré qu'il faut accepter de lever. Il y a quand même, je pense, au niveau de l'État, une prise de conscience. Alors, l'État répond souvent par de la structure, hein. Voilà, donc l'AIS. Mais c'est vrai que typiquement, l'Agence de l'innovation en santé, normalement, sa première mission est d'alléger le carcan réglementaire, de décloisonner la prise en compte interministérielle des sujets. Dans un doux rêve, l'AIS aurait une position décisionnaire qui permettrait de sortir. Donc la note optimiste, c'est que vraiment, on a beaucoup d'atouts en main, qu'on a un beau début de déconstruction et qu'on va aller encore plus vite. En point positif, je soulignerais la localité, la région, Lyon, la métro. J'ai beaucoup voyagé. Moi, j'ai travaillé aux États-Unis, en Chine, aux Pays-Bas. Je suis retournée dans ma ville natale il y a 8 ans. Et on est dans un écosystème où les gens se parlent. Les institutionnels, le public, le privé, les petites boîtes, les grandes boîtes. Alors, comme à chaque fois, c'est une histoire de persona. Il faut aller chercher, il faut aller tirer, il faut pousser. Noracare, on a été accompagné par la métropole pour l'installation dans notre petite usine à notre modeste niveau, mais malgré tout qui un champ extrêmement positif pour nous et qui vraiment nous permet de nous pousser vers l'avant et la commercialisation et une visibilité bien plus importante. Des institutions comme Lyon Biopôle, les cliniciens qui sont en particulier en chirurgie orthopédique et en chirurgie du rachis quand même de plan international, de premier plan international, donc qui ont des techniques, des innovations, des réflexions incroyables, qui sont redevenus un point de croissance et d'emploi et de visibilité au niveau national. Récemment, voilà, c'est moins compliqué. Alors, je vais pas dire que c'est simple, mais c'est moins compliqué quand même aujourd'hui de trouver du financement pour investir dans des PME comme la mienne ou le ROI. Enfin voilà, la mise sur le marché d'un produit, c'est 5 à 7 ans. Donc, que ce soit par BPI en public ou par des fonds privés, des nouveaux fonds maintenant se mettent en place pour soutenir ce type d'industrie sur le long terme et où le retour sur investissement, c'est pas seulement récupérer son cash dans 3 ans, c'est aussi des missions de mise sur le marché, de solutions qui vont vraiment permettre aux patients de retrouver une capacité, soit voilà pour nous de marché, de retrouver leur fonctionnalité ou de sauver des vies. Moi, mon point positif, c'est l'écosystème local et on est, je trouve, à Lyon et en région extrêmement bien accompagné. Il y a que des points positifs en fait si on réfléchit parce que quelque part on peut que maintenant je crois qu'il faut qu'on avance. Point 1, bon message envoyé par je suis apolitique, mais le bon message envoyé de là-haut, c'est France Relance 2030. Donc il y a le message, il est passé quand même. Il y a une injection massive de moyens sur un état d'asphyxie quasi complet. Il y a quand même maintenant une réinnervation en tout cas une réoxygénation qui est en train de se passer. Et ça, c'est un bon message pour nous qui sommes sur le terrain et qui ramons comme des galériens. Point 2. Il y a un changement de paradigme, je pense, de mentalité aussi que j'ai bien vu au sein de mon métier. Moi, j'appartiens à une génération où je voyais qu'on gérait une certaine pénurie et ça générait une compétition assez violente d'ailleurs à certains égards au sein des hôpitaux. Je crois que maintenant, ma génération à moi, on a compris qu'il fallait qu'on travaille ensemble les uns avec les autres et qu'il fallait créer de la dynamique et que la transversalité et la complémentarité, c'était vraiment un atout. Et donc, vous savez, les chapelles à la française ou les territoires, la territorialisation du soin et de son petit pouvoir local, j'ai l'impression, je suis désolée, je parle un peu cash, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en train de considérablement diminuer, voire disparaître. Et ça, c'est peut-être aussi dû à l'évolution des choses. Et point 3, il faut maintenant que le monde académique, et je pense qu'on en a conscience aussi, aille vers vous. C'est-à-dire, il y a des tas d'instances qui sont intercalées et intercalées dans le bon sens du terme, mais c'est aussi à nous de prendre notre destin en main. Vous voyez, de pas attendre que ça vienne à nous, mais d'aller et donc au sein des hôpitaux, il y a cette prise de conscience. C'est aussi un peu là pour ça que je suis là ce matin.
Et je pense que ça, c'est très encouragé aussi par une direction générale actuellement des hospices qui est très ouverte à ça. Je pense que Monsieur Lemoigne est venu parler. On a quand même un pilote dans l'avion là qui sait où il va. Ça nous fait beaucoup de bien aussi à Lyon, aux hospices en particulier. Et je pense que fort un peu de cette nouvelle impulsion, on a nous envie d'avancer derrière et de se présenter un peu plus à une interface industrielle directe, de façon directe, pour avancer. Merci beaucoup à toutes les trois pour vos propos. Je vais donner tout de suite la parole à Georges Kepenekian, président de l'Institut Santé et Territoire, pour une conclusion. J'ai eu la chance moi-même de, très tôt dans mes études, de participer. En 2e année de médecine, je suis entré à l'INSERM, à l'unité 37, l'unité des transplantations d'organes, et j'ai eu à vivre des vraies ruptures, c'est-à-dire la greffe cardiaque et le travail sur le cœur artificiel, qui est problème qu'on n'a toujours pas résolu. Ça m'a amené à aller à Salt Lake City, qui était le temple du cœur artificiel, et de découvrir, par exemple, dans la pluridisciplinarité ou l'interdisciplinarité, que le patron du labo, qui était Kolff, les Américains étaient allés chercher Kolff, l'inventeur du rein artificiel, pour l'amener à Salt Lake City et travailler sur le cœur artificiel. Mais le sous-patron du labo était un vétérinaire. Quand il est arrivé en France, c'était bizarre qu'un vétérinaire vienne parler à des chirurgiens cardiaques pour leur expliquer comment on mettait un cœur artificiel. Donc, Florence Adair a évoqué les évolutions sur la transplantation. On est passé d'une époque, j'allais dire, c'était héroïque. Quand Pierre Marion reprend les greffes à Lyon en 72, on amenait le donneur dans la salle d'op d'une des salles d'op à côté, et on prenait le cœur parce qu'à ce moment-là, on pensait que l'ischémie ne pouvait pas durer, on le greffait tout de suite dans l'autre salle. Les infirmières, après cet exercice, ont dit plus jamais ça. Quelqu'un mourait dans une salle pour que quelqu'un d'autre vive dans l'autre. Bref. L'innovation, vous l'avez dit, je vais pas faire dans la facilité, mais quand même, vous savez bien que un des économistes qui a beaucoup travaillé sur cette question, c'est Schumpeter, et qui posait comme principe que toute innovation a besoin d'abord de détruire ce qui existait avant. Et l'innovation, encore Florence Adair, quand vous parlez des CHU, mais c'était une innovation phénoménale. Quand De Gaulle demande à Robert Debré, 58, de penser ce système, a permis les 30 Glorieuses, a permis le bond fantastique de notre système sanitaire et de la recherche. Et puis, comme toute innovation du moment, on s'est endormi sur ce système et il est devenu contre-productif. On va pas entrer dans les détails. À la fois dans les essais, la capacité qu'on a, quand on parle de cohortes, mais quelle difficulté de faire des cohortes de patients dans nos systèmes en France. Les Américains, les Anglais, les Américains peuvent tout de suite convaincre, je sais pas comment ils font, mais convaincre les patients qu'ils ne sont pas juste des cobayes, mais ils vont participer à la recherche. Mais nous, on n'y arrive pas. Donc, un système qu'il faut revoir, et moi, je plaide pour que dès la fac, dès l'université, on injecte dans la pensée des étudiants, des futurs médecins, l'idée de la recherche. L'idée que il faut, alors ils ont tellement de choses à apprendre, mais il faut leur montrer que déjà, quand ils vont arriver sur le terrain, nous le savons tous par expérience, déjà 50% des connaissances ne sont plus tout à fait au top. Elles seront déjà usées. Après, c'est vrai que dans des disciplines, j'ai vu arriver comme urologue la lithotricie, c'est-à-dire la chirurgie de la lithiase, c'était ce qui a fait l'urologie pendant, on va dire, à peu près 100 ans. Et là, on arrivait, boum, avec une machine, on bombardait de l'extérieur et on cassait le calcul qui s'éliminait. On a toujours du mal à imaginer que derrière l'innovation, il y a des retombées économiques. C'est que là où un patient restait 5 jours, 6 jours, et quand tout se passait bien, mais facilement 10 jours, eh bien là, on le traitait en ambulatoire. C'est des sauts sur le plan économique énormes. Donc l'innovation, plus que jamais, et il faut créer les conditions, et évidemment, elles sont d'abord à une échelle qu'il faut trouver. Je me rappelle Philippe Gillet, quand il était qui a été patron de l'ENS, on était allé au Polytechnique de Lausanne, et il s'était amusé à calculer quelle devait être la distance idéale entre un labo de recherche fondamentale et les entreprises qui pouvaient tirer profit. Et ils étaient arrivés à 1,4 km.
C'est-à-dire qu'ils avaient démontré par des formules mathématiques que plus proche, ça marche pas, et plus loin, ça marche pas non plus parce qu'on est trop loin. Donc, quand je regarde ce qui se passe à Boston entre le MIT, la Harvard et ce formidable quadrilatère où tous les centres de recherche sont là, on se dit que il y a quelque chose à faire. Alors évidemment, dans notre biodistrict, on va concentrer le biocluster, le Centre international de recherche sur le cancer, demain l'Académie de l'OMS, et Boehringer et Sanofi. Enfin, voilà, il y a quelque chose, un cœur battant. Comment on crée cet écosystème ? Lyon Biopôle a commencé. Je pense qu'il faut renforcer. On a des outils. Et pour finir, je dirais que toutes ces innovations techniques, de recherche, de thérapeutique, de remplacement d'organes artificiels ou peu, tout ça c'est fondamental. Mais je voudrais finir qu'on va avoir besoin de faire de l'innovation en santé. C'est-à-dire, avant la maladie, comment on va penser le comportement des gens, comment on va diffuser une nouvelle culture qui n'est plus la culture du soin, mais la culture de la santé. Et ce sera ça, nos étapes à venir ici dans nos rencontres. Merci. Séquence, notre science au service de votre avenir.